Vous ne pouvez pas amener ce chien ici, madame. C'est une prison de haute sécurité. Le gardien bloqua le passage à Rebecca à l'entrée. S'il vous plaît, implora Rebecca, serrant fermement la laisse dans ses mains tremblantes. C'est la dernière volonté de ma sœur avant son exécution. Le garde secoua la tête. Nous ne faisons aucune exception, surtout pas pour les meurtriers condamnés. D'autres visiteurs chuchotaient et observaient, curieux de savoir ce que faisait cette femme qui tentait d'amener un animal dans le couloir de la mort. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le berger allemand à ses côtés portait des preuves qui révéleraient la plus grande conspiration de l'histoire judiciaire du Texas. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de loyauté et de justice, prenez un moment pour imaginer comment un lien entre une femme et son chien a révélé une conspiration mortelle que le monde n'a jamais vu venir. Les murs de béton froid de la prison fédérale de Huntsville avaient été témoins de nombreux derniers matins, mais aucun comme celui-ci. Sarah Mitchell était assise au bord de son lit étroit, les mains tremblantes, les yeux rivés sur l'horloge numérique. 5h30. Dans 3h30 à peine, elle serait morte. Le bruit métallique des pas résonna dans le couloir tandis que le directeur James Crawford s'approchait de sa cellule. Son visage buriné trahissait le poids de 28 années passées en prison. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent brillait dans ses yeux. « Sarah », dit-il doucement en s'arrêtant devant les barreaux. « As-tu besoin de quelque chose avant ?» Sarah leva les yeux, le regard vide mais déterminé. « Une chose, directeur. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai besoin de voir Max. Une dernière fois. » Crawford fronça les sourcils. « Max ? Mon chien, » murmura Sarah d'une voix brisée. « C'est un berger allemand. Ma sœur Rebecca s'en occupe depuis mon arrivée. Je connais les règles, mais je vous en prie, il ne me reste plus que lui. C'est le seul qui me croit encore innocente. » Le directeur se tortilla, mal à l'aise. De toute sa vie, il n'avait jamais reçu une telle demande. Aucun animal n'était admis dans les zones de haute sécurité, surtout le jour de l'exécution. « Sarah, tu sais que je ne peux pas permettre ça. »« S'il vous plaît, » l'interrompit-elle, debout, agrippé au barreau. « Je l'ai élevé depuis qu'il était chiot. Je l'ai trouvé à moitié mort au bord d'une route de campagne. On s'est sauvés l'un l'autre. Il me rend encore visite chaque semaine. Je le vois dans ses yeux. Il sait que je n'ai pas tué mon mari. Il le sait. » Crawford étudia son visage. Malgré les preuves accablantes, malgré le verdict du jury, il y avait quelque chose dans son désespoir qui semblait douloureusement sincère. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il doucement. Les larmes emplirent les yeux de Sarah. « Merci. C'est tout ce que je voulais. Juste dire au revoir à la seule âme qui n'a jamais douté de moi. » Alors que Crawford s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de penser que cette simple demande signifiait plus que quiconque ne le pensait. 5 ans plus tôt, la vie de Sarah Mitchell semblait parfaite de l'extérieur. Avocate respectée en matière de droits de l'homme, elle exerçait dans le centre-ville de Houston. Son mari, David Mitchell, possédait l'une des plus grandes entreprises de construction du Texas. Leur manoir s'étendait sur un terrain de 2 hectares dans un quartier huppé. Mais cette perfection n'était qu'illusion. Sarah a rencontré David en 2013 lors d'un dîner de charité. Il était charmant, riche et persévérant. Ils se sont mariés en 2014 lors d'une cérémonie somptueuse, relayée par les magazines Lifestyle. Pendant la première année, David a été le mari idéal. Il lui a offert des fleurs, l'a emmené dans des vacances luxueuses et a soutenu ses démarches juridiques. Tout a changé en 2015. David s'est mis à boire davantage. Il se moquait de sa carrière, la qualifiant de n'importe quoi. Lorsqu'elle défendait des clients vulnérables, il explosait de rage. La première fois qu'il l'a frappée, c'était lors d'une dispute concernant une affaire impliquant une famille d'immigrés. « Tu te soucies plus des étrangers que de ton propre mari » a-t-il crié avant de la frapper au visage. Sarah était stupéfaite. David s'est immédiatement effondré, pleurant, implorant son pardon, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais cela s'est produit. Encore et encore. La violence s'est intensifiée. David contrôlait son argent, surveillait ses appels et l'isolait de ses amis. Sarah était piégée, trop honteuse pour raconter à qui que ce soit ce qui se passait en privé. Le 15 septembre 2017, David a été retrouvé mort dans le bureau de leur maison, blessé par 3 balles dans la poitrine. Sarah a découvert son corps à son retour d'une réunion avec un client. Elle a immédiatement appelé le 911.
Mais la police l'a soupçonnée dès le départ. Le dossier contre elle était accablant. Ses empreintes digitales figuraient sur l'arme du crime. Des résidus de poudre à canon ont été retrouvés sur ses mains. Des voisins ont témoigné avoir entendu des disputes constantes. Son avocat a tenté d'invoquer la légitime défense, mais l'accusation l'a dépeinte comme une tueuse de sang-froid qui avait minutieusement planifié le meurtre de son mari. Il n'a fallu que 4 heures au jury pour la déclarer coupable de meurtre au premier degré. Le juge l'a condamnée à mort. Des mois plus tard, Sarah était assise dans sa cellule, attendant de mourir pour un crime qu'elle jurait ne pas avoir commis. La seule âme qui croyait encore en son innocence était un chien nommé Max. C'était par une froide matinée de février 2016 que Sarah aperçut Max pour la première fois. Rentrant chez elle après une affaire éprouvante, elle aperçut quelque chose au bord de l'autoroute 6. Au début, elle crut à des débris. Mais en s'approchant, elle réalisa qu'il s'agissait d'un chien. Un jeune berger allemand, à peine vivant, couvert de sang. Sa patte gauche était mutilée, ses côtes visibles à travers sa fourrure emmêlée. Quelqu'un l'avait abandonné à la mort. « Tout va bien, mon garçon », murmura Sarah en l'enveloppant dans son manteau. « Je vais t'aider. » Elle l'a emmené d'urgence aux urgences du docteur Marcus Thompson, un vétérinaire bienveillant fort de 30 ans d'expérience. Le docteur Thompson a travaillé des heures durant pour sauver le chien. « Il a eu de la chance que vous l'ayez trouvé », a dit le vétérinaire après coup. 1 heure de plus et il n'aurait pas survécu. Savez-vous à qui il appartient? Sarah secoua la tête. Je l'ai trouvé abandonné. Sans collier. Sans médaille. Ils ont cherché une puce électronique, mais rien. Personne ne s'est manifesté. Sarah, regardant l'animal endormi, a pris une décision qui allait tout changer. Je vais le prendre, a-t-elle dit. Il a besoin de quelqu'un. Elle l'appela Max. À partir de ce jour, ils furent inséparables. Max se rétablit complètement, ne quittant plus Sarah. Il semblait sentir les sautes d'humeur de David. Lors des pires disputes, Max se plaçait entre Sarah et son mari, grognant doucement. David méprisait le chien. « Débarrassez-vous de ce chien », hurlait David. « Il est une source d'ennui. » Mais Sarah refusait. Max était son seul réconfort dans le cauchemar qu'était devenu son mariage. Quand David la frappait, Max léchait ses larmes. Quand elle pleurait seule dans le noir, Max posait sa tête sur ses genoux. Après l'arrestation de Sarah, sa sœur Rebecca a recueilli Max. Chaque semaine, Rebecca l'emmenait lui rendre visite à la prison. Max collait son nez contre la vitre, gémissant doucement, comme s'il comprenait que Sarah était piégée et ne pouvait pas rentrer à la maison. Ces visites ont permis à Sarah de garder la raison pendant les mois les plus sombres de son incarcération. Max n'a jamais cessé de croire en elle, même lorsque le monde lui avait tourné le dos. De retour dans son bureau, le directeur Crawford arpentait la prison avec agitation. Les paroles de Sarah résonnaient dans son esprit. En près de 30 ans de service dans le système pénitentiaire, il n'avait jamais été confronté à une telle demande. Les animaux étaient strictement interdits, surtout le jour de l'exécution. Mais quelque chose au fond de lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement de dire adieu à un animal de compagnie. C'était quelque chose de plus. Et d'une manière ou d'une autre, la vérité, quelle qu'elle soit, attendait d'être révélée. Il s'assit à son bureau et contempla l'épais règlement de la prison. La page 247 était limpide. Aucun animal non autorisé n'était admis dans les locaux sécurisés, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle pouvait mettre fin à sa carrière. Mais quelque chose dans la supplication de Sarah le troublait. Il avait vu des centaines de condamnés à mort vivre leurs dernières heures. La plupart imploraient la clémence, clamaient leur innocence ou s'en prenaient au système. Sarah était différente. Elle ne demandait pas à être épargnée. Elle voulait juste dire au revoir à son chien. Crawford a pris son téléphone et a composé le numéro du bureau du directeur à Austin. « Monsieur, j'ai une demande inhabituelle de Sarah Mitchell. Elle souhaite voir son chien avant l'exécution. » Le réalisateur Phillips est resté silencieux pendant un long moment. « Tu sais que c'est contraire à tous nos règlements, Jim. »« Je sais, monsieur. Mais elle a été une détenue modèle ces 18 derniers mois. Aucun incident, aucune violence, rien. C'est la seule chose qu'elle ait jamais demandé. Que te dit ton instinct, Jim ?» Crawford jeta un coup d'œil par la fenêtre vers la cour de la prison. « Mon instinct me dit que cette femme dit la vérité. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai vu beaucoup de gens coupables, et elle n'agit pas comme eux.
Une autre longue pause s'étendit sur la ligne. Je te le permets. 20 minutes. Mais ça reste entre nous, et tu dois respecter scrupuleusement le protocole de sécurité maximale. Si quelque chose tourne mal, tu en porteras la responsabilité. Crawford a raccroché et a immédiatement appelé Rebecca, la sœur de Sarah. Madame Johnson, je suis le directeur Crawford de Huntsville. Je veux que vous ameniez Max à la prison avant 7 heures. Votre sœur a reçu l'autorisation de le voir. Le souffle de Rebecca se bloqua dans sa gorge. Tu es sérieux? Oh mon Dieu. Merci. Sarah va te remercier. Les conditions sont strictes, a averti Crawford. Le chien doit subir un contrôle de sécurité complet. Au moindre problème, la visite sera annulée. Tandis que les préparatifs étaient en cours, Crawford ne parvenait pas à s'empêcher de penser que cette décision allait tout changer. Parfois, les moments les plus importants de la vie se présentaient sous la forme de simples demandes. Il espérait simplement ne pas commettre la plus grosse erreur de sa carrière. À l'aube, Rebecca Johnson arriva aux portes de la prison, Max bien calé à l'arrière de son SUV. Le berger allemand était assis calmement dans sa cage, percevant la tension ambiante. Les mains de Rebecca tremblaient en signant les papiers de visite. « Suivez-moi jusqu'au poste de contrôle de sécurité », a ordonné l'agent Martinez. Le chien doit passer une inspection complète. Ils ont conduit Max dans une salle stérile où le docteur Patricia, vétérinaire consultante de la prison, l'attendait déjà avec son matériel. Le docteur était une femme sérieuse d'une 50aine d'années qui travaillait avec les forces de l'ordre depuis plus de 20 ans. « Comment s'appelle le chien » demanda-t-elle en ouvrant la cage. « Max » répondit Rebecca nerveusement. « Il est très gentil. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. » Le docteur passa ses mains sur le corps de Max, à la recherche d'objets cachés ou de bosses inhabituelles. Elle examina sa bouche, ses oreilles et ses pattes avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait fait maintes fois. Max resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance du moment. « Il est propre pour l'instant », annonça le docteur. Mais elle marqua une pause. Ses doigts avaient effleuré quelque chose d'inhabituel sur le cou de Max, juste derrière son oreille gauche. Elle écarta délicatement la fourrure et se pencha. « Il y a une cicatrice ici », murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Une fine incision, d'environ 2 cm. Presque invisible, à moins de savoir où regarder. Elle appela Crawford. Il examina la petite marque. Cela pourrait-il provenir d'une ancienne blessure lorsqu'il était chiot? Le docteur secoua la tête. Non. C'est récent. 6 mois tout au plus. Et trop précis pour être accidentel. Ça a été fait au scalpel. Les yeux de Rebecca se remplirent de confusion. C'est impossible. Max n'a subi aucune opération depuis l'arrestation de Sarah. Je le saurais. Le docteur se redressa. Monsieur, le protocole exige une radiographie pour toute cicatrice chirurgicale inexpliquée. Il pourrait y avoir quelque chose de caché sous la peau. L'estomac de Crawford se serra. Combien de temps est-ce que cela prendra? 15 minutes. Crawford consulta sa montre. Il était 7h45. L'exécution de Sarah était prévue à 9h. Il lui avait promis 20 minutes avec Max, mais tout venait de basculer. Fais-le, ordonna-t-il. Et ferme cette pièce à clé jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. À 7h45, un appareil de radiographie portable était arrivé dans la pièce. Max était calmement allongé sur la table métallique tandis que le docteur positionnait l'appareil sur son cou. Le bourdonnement de l'appareil emplissait le silence tendu. Lorsque la radiographie est apparue sur l'écran, tout le monde dans la pièce est resté silencieux. « Qu'est-ce que c'est » murmura Crawford. L'image était nette. Un petit objet rectangulaire, encastré juste sous la peau du cou de Max. Ce n'était pas une puce d'identification standard. C'était plus grand, plus complexe. Je n'ai jamais rien vu de tel, dit doucement le docteur en étudiant l'image. C'est certainement artificiel, mais je ne peux pas dire de quoi il s'agit à partir de cela. Crawford a donné des ordres immédiats. Évacuation partielle du bâtiment. Code jaune. Appelez immédiatement les démineurs. Quelques minutes plus tard, le sergent Rodriguez, expert en explosifs, arriva et examina minutieusement le cou de Max avec un détecteur portatif. L'appareil confirma la présence de métal. Ce n'est pas explosif, a conclu Rodriguez après plusieurs analyses.
Mais c'est électronique. On dirait une sorte de dispositif de stockage. Le docteur a préparé une anesthésie locale. Je peux le retirer en toute sécurité, mais j'ai besoin d'une autorisation pour une intervention chirurgicale mineure. Crawford regarda à nouveau sa montre. 8h10. Il restait 50 minutes avant l'exécution prévue de Sarah. Rebecca se tenait dans un coin, tremblante, les yeux pleins de larmes. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « Qui ferait ça? Et pourquoi? » « Opérer, » ordonna Crawford. « J'ai besoin de savoir ce que c'est. » Le docteur travaillait avec une précision fulgurante. L'appareil, à peine plus grand qu'une clé USB, était enveloppé dans du plastique médical pour le protéger des fluides corporels. Une fois retiré, tout le monde dans la pièce se rapprocha. « C'est une carte micro SD modifiée », confirma Rodriguez en la retournant soigneusement. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la cacher. Crawford sentit son cœur battre la chamade. De toutes ces années passées dans le milieu carcéral, il n'avait jamais rien vu de tel. Pouvons-nous accéder à ce qu'il contient? Oui, acquiesça Rodriguez. On a juste besoin d'un ordinateur portable. À 8h25, le technicien judiciaire Michael Torres a connecté l'appareil à son ordinateur portable. Des dizaines de fichiers audio ont instantanément rempli l'écran, chacun datant d'avril à septembre 2017. Crawford, derrière lui, observait les précieuses minutes s'écouler. « Il y a 43 enregistrements ici », a déclaré Torres. Certains ne durent que quelques secondes, d'autres plusieurs minutes. « Jouez le premier », ordonna Crawford. Torres a cliqué sur un fichier daté du 15 avril 2017. La pièce est tombée dans le silence tandis que les voix résonnaient dans les haut-parleurs. La première voix était sans aucun doute celle de David Mitchell, le mari supposément décédé de Sarah. « Tu es sûr que ça va marcher, Ken ?» La voix de David tremblait de nervosité. Une seconde voix, plus basse et plus assurée, répondit. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Fais-moi confiance. Quand j'aurai fini, tout le monde croira que tu es mort et que Sarah t'a tué. » Crawford sentit son sang se glacer. Robert Kane était le procureur général qui avait condamné Sarah à mort. Il était censé obtenir justice, et non comploter avec la prétendue victime. « Elcor ?» demande David dans l'enregistrement. « C'est déjà réglé », répondit Kane froidement. « On a trouvé un sans-abri. Même taille et même corpulence que toi. Walsh se chargera de l'autopsie et vérifiera la concordance des dossiers dentaires. Personne ne posera de questions. » L'enregistrement continua pendant 1 minute. David et Kane discutèrent calmement de transferts d'argent et de plans d'évasion, comme s'ils préparaient un accord commercial. Lorsque le son s'est arrêté, la pièce était étouffante de silence. « Jouez le suivant », ordonna Crawford, la voix serrée par la fureur. Thor a mis en file d'attente un dossier daté de mai 2017. Cette fois, il y avait 3 voix, David, Kane et une femme. « Inspecteur Morrison, acceptez-vous de placer les preuves ?» demanda Kane. « Pour 2 millions de dollars, je ferai tout ce que vous voulez », répondit la femme sans hésiter. « Je m'assurerai que les empreintes digitales de Sarah soient bien sur l'arme et que des traces de tir soient visibles sur ses mains. » Crawford se figea. Il reconnut instantanément la voix. Linda Morrison. L'enquêtrice principale qui avait arrêté Sarah. Elle était censée rechercher la vérité, et non inventer des mensonges. Un par un, à mesure que Torres écoutait chaque enregistrement, une image terrifiante commençait à émerger. Sarah n'avait pas tué son mari. Son mari avait simulé sa propre mort et l'avait accusé de meurtre, avec l'aide de ceux-là même qui avaient juré de faire respecter la loi. Chaque enregistrement a révélé des couches plus profondes de la conspiration. Dans un message de juin 2017, David a révélé ses motivations à Kane. « L'enquête fédérale approche à grands pas », dit David, la voix teintée de panique. « Ils ont découvert les 15 millions que j'ai détournés des contrats gouvernementaux. Si je ne disparais pas bientôt, je passerai le reste de ma vie derrière les barreaux. » La voix de Kane resta calme, clinique. « Alors tu simules ta mort, Sarah prend la responsabilité et tu recommences au Mexique sous une nouvelle identité. » « Et l'argent, » confirma David, « est déjà transféré sur des comptes aux îles Caïmans. Une fois Sarah condamnée, je pourrai y accéder en toute sécurité sous le nom de Richard Stone. » Un autre enregistrement a montré comment ils avaient fait appel au docteur Edward Walsh, le médecin légiste qui avait effectué la soi-disant autopsie de David. « 5 millions de dollars,
dit Kane à Walsh, pour falsifier un rapport d'autopsie. Il suffit d'identifier le corps comme étant celui de David Mitchell. Échanger les dossiers dentaires, personne ne le remarquera. Walsh semblait mal à l'aise. Et si quelqu'un remettait en question mes conclusions? Personne ne le fera, lui assura Kane. Je veillerai à ce que l'enquête reste superficielle. L'inspecteur Morrison montra un dossier si solide contre Sarah que personne n'y réfléchira à 2 fois. Mais l'enregistrement le plus glaçant date de juillet 2017, 2 mois seulement avant la mise en scène de la mort de David. Les 4 conspirateurs étaient présents, David, Kane, Morrison et Walsh. Sarah commence à se méfier, rapporta David. Elle me pose des questions sur mes appels téléphoniques et me surveille de plus près. Alors, on avance dans le temps, décida Kane. Morrison, dans combien de temps peux-tu déposer les preuves? Donnez-moi 2 semaines, répondit Morrison. J'ai besoin de temps pour relever les empreintes de Sarah sur l'arme du crime et préparer les résidus de poudre. Assurez-vous qu'il y ait des témoins d'une dispute conjugale, a ajouté Kane. Le jury doit croire que Sarah avait un mobile. Crawford se sentait physiquement malade en écoutant ces gens ou des agents de la loi planifier avec désinvolture la destruction de la vie d'une femme innocente. Les enregistrements ont clairement démontré une chose, Sarah Mitchell était totalement innocente. Le système l'avait trahi de la pire des manières. L'enregistrement critique suivant, daté du 10 août 2017, 5 semaines avant la mort mise en scène de David, s'est déroulé avec une précision terrifiante. J'ai trouvé le corps parfait, dit David avec une satisfaction sombre. Un sans-abri nommé Jeremy Walsh. Pas de famille, il ne manquera à personne. Même taille, même corpulence que moi. Le contact de Morrison s'occupera de lui demain soir. La voix de Kane était glaciale. Et la scène de crime? Je lui tirerai 3 balles dans la poitrine, comme prévu, répondit David. Ensuite, on lui brûlera le visage et les mains à l'acide pour rendre l'identification impossible. Walsh s'occupera du reste pendant l'autopsie. L'estomac de Crawford se retourna lorsque David expliqua avec désinvolture comment ils allaient assassiner un sans-abri innocent juste pour piéger Sarah. Et l'alibi de Sarah, demanda Kane. Elle a un rendez-vous avec un client ce soir-là, dit David d'un air suffisant. Je me suis assuré qu'elle l'ait programmé à l'heure exacte dont j'avais besoin. Elle rentrera, trouvera le corps, appellera les secours et tombera directement dans notre piège. L'enregistrement détaillait chaque étape. Morrison apposerait les empreintes digitales de Sarah sur l'arme pendant son interrogatoire. Des résidus de poudre seraient appliqués sur ses mains lors de son arrestation. Kane veillerait à ce que l'enquête se concentre uniquement sur Sarah. L'avantage de ce plan, poursuivit David, c'est que Sarah ne se doutera de rien. Elle pense que je suis juste un mari violent. Elle ignore que je suis assez intelligent pour simuler ma propre mort et la faire porter le chapeau. Kane rit doucement. Le temps qu'elle réalise ce qui s'est passé, elle sera attachée à la table d'exécution, et tu vivras comme un roi au Mexique avec 15 millions de dollars. Un autre enregistrement, datant de fin août, montrait David en train de répéter sa nouvelle identité, Richard Stone. Il possédait déjà de faux papiers, un appartement loué à Tijuana et un plan d'évasion minutieusement élaboré. Une fois Sarah arrêtée, j'attendrai 3 jours, puis je me dirigerai vers la frontière, expliqua David. Richard Stone a un passeport en règle et un compte en banque bien rempli. Dans moins d'une semaine, j'aurais disparu. L'enregistrement final était celui de David seul, parlant comme s'il enregistrait un journal tordu. Demain, c'est le grand jour. Sarah ignore que son mari bien-aimé est sur le point de détruire sa vie. Elle mourra en croyant n'avoir pas réussi à prouver son innocence. Et je serai libre de prendre un nouveau départ, avec plus d'argent que je n'en aurais jamais rêvé. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un d'autre porter la responsabilité de ses crimes. À 8h20, soit seulement 40 minutes avant l'exécution, Torres est tombé sur une série d'enregistrements qui ont tout changé. Cette fois, ce ne sont pas les conspirateurs qui parlent. C'est la voix de Sarah Obas, pressante, terrifiée. Le premier enregistrement date du 18 juillet 2017. Je ne sais pas qui entendra ça un jour, murmura Sarah, mais je dois enregistrer ce que je viens de découvrir. David était au téléphone dans son bureau. Je l'ai entendu parler de simuler sa propre mort. Au début, j'ai cru avoir mal compris, mais ensuite, il a prononcé mon nom. Il a dit que je serais accusé de l'avoir tué. Crawford sentit sa peau se hérisser. Sarah avait découvert le complot contre elle.
J'enregistre secrètement les appels de David depuis une semaine, poursuit Sarah. Il l'ignore. J'ai installé une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone. Chaque fois qu'il passe ses appels, je les enregistre depuis la pièce d'à accent grave côté. L'enregistrement suivant était daté du 25 juillet 2017. C'est pire que je ne le pensais, dit Sarah d'une voix tremblante. David travaille avec le procureur général, Robert Kane, et l'inspectrice Linda Morrison. Il prévoit de tuer un sans-abri et d'utiliser son corps pour simuler sa mort. Ensuite, ils introduiront des preuves pour faire croire que je l'ai tué. Crawford s'est rendu compte que Sarah avait rassemblé des preuves pendant des mois, bien avant que le prétendu meurtre n'ait lieu. J'ai appelé le docteur Thompson aujourd'hui, continua Sarah. C'est notre vétérinaire de famille depuis des années. Je lui fais confiance. Je lui ai dit que j'étais en danger, et il m'a suggéré quelque chose qui pourrait me sauver la vie si ce plan réussissait. L'enregistrement s'est interrompu. Puis la voix de Sarah est revenue. Le docteur Thompson avait dit qu'il pourrait implanter un dispositif de stockage dans le cou de Max. Si Sarah était arrêtée et incapable de prouver son innocence par les voies légales habituelles, les preuves cachées dans Max pourraient un jour la sauver. Cela semblait insensé, mais c'était peut-être sa seule chance. Un autre enregistrement, daté du 5 août 2017, révélait comment il s'y était pris. Le docteur Thompson a opéré aujourd'hui, dit doucement Sarah sur l'enregistrement. Max a fait preuve d'un courage incroyable. Nous lui avons implanté une carte micro SD contenant des copies de tous les enregistrements que j'ai faits. S'il m'arrive quelque chose et que Max se retrouve en prison, peut-être quelqu'un découvrira la vérité. Crawford baissa les yeux vers Max, allongé tranquillement sur la table d'examen, inconscient que depuis plus de 6 mois, il portait la preuve de l'innocence de Sarah. L'enregistrement final était déchirant. « Si tu entends ça, murmura Sarah, ça veut dire que mes pires craintes se sont réalisées. David a réussi à me piéger, et je vais probablement mourir pour un crime que je n'ai pas commis. Mais sache une chose, Max détient la preuve. Ce n'est pas seulement mon chien. C'est mon seul espoir de justice. » À 8 heures du matin, à seulement 30 minutes de l'exécution prévue de Sarah, Crawford a pris son téléphone et a appelé le bureau local du FBI à Houston. Ici le directeur Jim Crawford de la prison de Huntsville. Je dois parler à l'agent Martinez immédiatement. Nous avons des preuves d'un complot impliquant le procureur Robert Kane et l'inspectrice Linda Morrison. Sans attendre, Crawford appela le numéro d'urgence du gouverneur Richard. Gouverneur, ici Jim Crawford. Je demande un sursis immédiat à l'exécution de Sarah Mitchell. Nous disposons d'enregistrements prouvant son innocence et prouvant que son mari a simulé sa mort. Jim, tu as intérêt à être absolument certain, prévint le gouverneur. Je ne peux pas empêcher une exécution sur la base de simples allégations. Monsieur, nous avons 43 enregistrements audio. De véritables conspirateurs complotent. David Mitchell est vivant, il vit au Mexique sous une fausse identité. Torres, le technicien, vérifiait les fichiers pendant que Crawford passait ses appels. L'enregistrement était authentique, sans aucun signe de falsification. Les voix correspondaient à des échantillons connus de Kane, Morrison et David Mitchell. À 8h45, des agents du FBI ont investi la prison. L'agent Martinez a pris le contrôle des preuves tandis que l'agent Rodriguez coordonnait les arrestations. Nous devons connaître l'emplacement exact de David Mitchell, a déclaré Martinez, les écouteurs serrés pendant qu'il écoutait les enregistrements. D'après les dossiers, répondit Crawford, il vit à Tijuana sous le nom de Richard Stone. Rodriguez aboyait déjà des ordres à la radio. À toutes les unités, nous avons des mandats d'arrêt contre Robert Kane, Linda Morrison et Edward Walsh. Kane est probablement au tribunal, Morrison à son domicile, Walsh à la morgue du comté. L'opération s'est déroulée avec une précision militaire. Des équipes d'agents ont sillonné Houston à toute vitesse pour arrêter les conspirateurs avant qu'ils ne puissent s'échapper ou détruire davantage de preuves. À 8h50, l'agent Martinez a contacté les autorités mexicaines. Nous avons besoin d'une assistance immédiate pour localiser un fugitif américain à Tijuana, David Mitchell, alias Richard Stone. Crawford regarda l'heure. Plus que 10 minutes avant l'exécution de Sarah. Même avec tout ce qu'ils avaient, serait-ce suffisant? La radio à la ceinture de Rodriguez grésilla. Kane est en garde à vue au tribunal. Morrison est en état d'arrestation à son domicile. Mais Walsh? La voix trembla. Walsh est mort, monsieur.
Suicide. A laissé une lettre d'aveu. Crawford ressentit un profond soulagement mêlé d'horreur. La conspiration s'effondrait, mais l'un des criminels avait préféré la mort à la justice. À 8h55, le téléphone de Crawford sonna. C'était le gouverneur Richard. Jim, au vu des preuves que le FBI m'a présentées, j'accorde un sursis immédiat à l'exécution. La condamnation à mort de Sarah Mitchell est suspendue dans l'attente d'une enquête approfondie. En raccrochant, Crawford poussa un long soupir. Ils avaient accompli l'impossible. À seulement 5 minutes de la fin, ils avaient sauvé la vie d'une femme innocente. À 10h du matin, le FBI avait arrêté les derniers conspirateurs. Les interrogatoires commencèrent aussitôt dans des salles séparées du bureau de Houston. Robert Kane était assis en face de l'agent Martinez, son costume coûteux froissé, son air autrefois sûr de lui disparu. Pendant 15 ans, Kane avait été le procureur le plus respecté du comté de Harris. Il risquait désormais la prison à vie. Les enregistrements sont faux, insista Kane, mais sa voix manquait de conviction. On me piège. Martinez posa une tablette sur la table et lança un fichier. La voix de Kane emplit la pièce, expliquant comment fabriquer des preuves contre Sarah. Ce n'est pas moi, dit Kane d'une voix faible. Monsieur Kane, nos experts en analyse vocale confirment votre identité, répondit calmement Martinez. Nous avons également des relevés bancaires. Des virements de David Mitchell vers des comptes que vous contrôlez. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et obstruction à la justice. Le visage de Kane s'effondra. Au bout d'une heure, il finit par craquer. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin, murmura-t-il en se cachant le visage dans les mains. David m'a dit que c'était une simple arnaque. Je n'aurais jamais imaginé que Sarah serait exécutée. Dans une autre pièce, l'inspectrice Morrison était assise, impassible, refusant de répondre à la moindre question. Mais les preuves contre elle étaient accablantes. Les enregistrements le montraient clairement, elle avait implanté des empreintes digitales, falsifié des résidus balistiques et contribué à piéger une innocente. Pendant ce temps, à Tijuana, la police mexicaine a localisé David Mitchell dans un modeste appartement. Il vivait confortablement sous le nom de Richard Stone, avec 15 millions de dollars volés. Interpellé, David a tenté de s'enfuir. Il a été capturé 3 pâtés de maison plus loin, avec une valise remplie d'argent liquide et de fausses pièces d'identité. C'est une erreur, protesta David tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets. Je suis Richard Stone. Je ne sais rien de David Mitchell. Mais lorsque les agents du FBI lui ont fait écouter les enregistrements en sa propre voix décrivant comment il avait mis en scène sa mort, comment il avait piégé Sarah, son visage est devenu pâle. Comment as-tu réussi ça, demanda David, son calme s'effaçant enfin. J'ai fait attention. Personne d'autre ne connaissait le plan. Juste nous 4. Votre femme était au courant, répondit froidement l'agent Martinez. Elle a tout enregistré et a caché les preuves dans un endroit où vous n'avez jamais pensé aller chercher. Le visage de David se tordit de rage. Sarah? Impossible. Elle n'est pas assez intelligente pour me surpasser. Elle a été assez intelligente pour sauver sa vie, dit doucement Martinez. Et elle l'a fait avec l'aide d'un chien qu'il aimait plus que toi. La lettre de suicide laissée par le docteur Walsh confirmait tout. Il avoua avoir falsifié l'autopsie et modifié les dossiers dentaires, sa culpabilité prenant finalement le dessus sur sa cupidité. 16 mars 2018. Après 18 heures d'enquête et de vérification, Sarah Mitchell est sortie libre de la prison de Huntsville. Le gouverneur Richard se tenait à ses côtés sur les marches du Capitole de l'État pour une conférence de presse. Aujourd'hui, a déclaré le gouverneur, nous avons été témoins à la fois de l'échec et du triomphe de notre système judiciaire. Sarah Mitchell a été condamnée à tort, mais la vérité l'a libérée. L'État du Texas présente ses plus sincères excuses pour cette grave erreur. Sarah resta silencieuse au soleil, toujours vêtue de la simple robe que Rebecca lui avait apportée. Après 18 mois derrière les barreaux, la liberté lui semblait irréelle, bouleversante. Les journalistes lançaient des questions. Une voix s'éleva au-dessus des autres, qu'est-ce que ça fait d'être libre? Sarah regarda la foule. Puis Max, assis à ses côtés, la queue remuante. Je suis reconnaissante d'être en vie, dit-elle simplement, et reconnaissante envers tous ceux qui ont contribué à la découverte de la vérité. Plus tard dans l'après-midi, l'État a offert à Sarah 8 millions de dollars d'indemnisation pour sa condamnation injustifiée et son incarcération.
Son avocat lui a conseillé d'accepter plutôt que de s'engager dans une longue bataille judiciaire. 8 millions ne me rendront pas les mois que j'ai perdus, dit Sarah à Rebecca doucement, mais cela peut m'aider à reconstruire ma vie et peut-être aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai vécu. Les retrouvailles avec Max furent le moment le plus émouvant de la journée. Le chien qui avait porté son espoir en silence, qui n'avait jamais cessé de croire, était enfin de retour. Quand Sarah s'agenouilla et le serra dans ses bras, le chien sembla comprendre que leur cauchemar était enfin terminé. Il lui lécha le visage et se serra contre elle comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Tu m'as sauvé la vie, mon garçon », murmura Sarah dans sa fourrure. « Tu as porté la vérité quand personne ne voulait me croire. » L'histoire a fait la une des journaux internationaux. Des équipes de presse du monde entier ont couvert le cas de cette femme sauvée par la loyauté de son chien. Mais Sarah a évité la plupart des interviews, préférant se concentrer sur son rétablissement. Rebecca avait protégé sa maison et ses biens pendant son incarcération. Ce soir-là, Sarah franchit le seuil de sa maison pour la première fois depuis 18 mois. Tout semblait pareil, mais elle se sentait complètement différente. Max courut à travers la maison, reniflant chaque recoin, redécouvrant l'endroit qu'ils appelaient autrefois leur foyer. À l'heure du coucher, il se blottit par terre à côté du lit de Sarah, comme il le faisait avant le début du cauchemar. « On est à la maison, Max », dit doucement Sarah en se penchant pour lui caresser la tête. « On est enfin à la maison. » Pour la première fois depuis 10 mois, Sarah dormit paisiblement, sachant que justice avait enfin été rendue. Dans les mois qui ont suivi sa libération, l'affaire Sarah a entraîné des changements inattendus au sein du système judiciaire texan. Le procureur général de l'État a ordonné un réexamen de toutes les affaires traitées par Robert Kane au cours de ses 15 années de carrière. Plusieurs affaires ont été immédiatement signalées pour corruption ou falsification de preuves. 3 autres personnes ont été libérées de prison après que les enquêteurs ont découvert de graves irrégularités dans leur condamnation. L'inspectrice Linda Morrison a été condamnée à 25 ans de prison pour complot et falsification de preuves. Robert Kane a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. David Mitchell a été extradé du Mexique et condamné à mort pour le meurtre de Jeremy Walsh, le sans-abri qu'il avait utilisé pour simuler sa propre mort. Le scandale a dépassé les cas individuels. Le Parlement texan a adopté de nouvelles lois exigeant une surveillance indépendante des affaires de peine de mort. Les procureurs ont été contraints de suivre des règles plus strictes en matière de traitement des preuves, et les avocats de la défense ont bénéficié d'un meilleur accès au dossier. Sarah a utilisé l'argent de son indemnisation pour créer la Fondation Mitchell pour la justice, dédiée à l'aide aux femmes victimes de violences conjugales et d'erreurs judiciaires. Elle a fait appel à des avocats expérimentés pour fournir une assistance juridique gratuite aux personnes qui n'avaient pas les moyens de se défendre correctement. « Je sais ce que c'est que d'avoir tout le système contre soi », a déclaré Sarah lors de la cérémonie d'ouverture de la Fondation. Personne ne devrait avoir à affronter cela seul. Le docteur Marcus Thompson, le vétérinaire qui avait contribué à sauver la vie de Sarah, a lancé un programme de thérapie canine auprès des détenus. Ce programme a aidé ces derniers à surmonter la dépression et l'anxiété tout en les préparant à leur vie après l'incarcération. Max nous a montré que les animaux aussi peuvent être des héros, a déclaré le docteur Thompson. Ces chiens redonnent espoir à ceux qui ont tout perdu. Rebecca a écrit un livre sur le calvaire de sa sœur, intitulé « La vérité à 4 pattes ». Ce livre est devenu un best-seller et Rebecca a reversé tous les bénéfices à des organisations luttant contre la peine de mort. Le directeur Crawford a été promu directeur régional des opérations pénitentiaires. Il a mis en place de nouvelles politiques garantissant que les demandes inhabituelles des condamnés à mort seraient examinées attentivement au lieu d'être automatiquement rejetées. Parfois, les découvertes les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus, a déclaré Crawford. La simple demande de Sarah de voir son chien a tout changé. Sarah a consacré la majeure partie de son temps à travailler avec la Fondation et à guérir progressivement de son traumatisme. Elle évitait de parler en public, mais rencontrait d'autres personnes injustement condamnées, leur offrant soutien et encouragement. Son cas est devenu un sujet d'étude obligatoire dans les facultés de droit de tout le pays, enseignant aux futurs avocats l'importance d'enquêtes approfondies et les dangers de la corruption au sein du système judiciaire. En mars, exactement un an après sa sortie du couloir de la mort, Sarah s'est présentée devant une foule de sympathisants lors de l'inauguration du sanctuaire de la Fondation Max, situé sur un terrain de 20 hectares à l'extérieur de Houston. Ce sanctuaire abritait des animaux abandonnés et offrait des services juridiques gratuits aux personnes condamnées à tort. Sarah a consacré la majeure partie de l'argent de son indemnisation à la construction d'un lieu où l'espoir pourrait renaître de la tragédie. Max,
maintenant âgé de 5 ans et célèbre dans le monde entier, était assis calmement à côté d'elle tandis qu'elle s'adressait à la foule. Son museau gris trahissait son âge, mais ses yeux restaient brillants et alertes. Il y a 1 an, j'ai été condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis, commença Sarah d'une voix ferme et assurée. J'ai été sauvé par l'amour d'un chien qui n'a jamais cessé de croire en mon innocence. Parmi la foule se trouvaient des familles qui avaient reçu l'aide de la fondation, des avocats qui avaient travaillé sur des cas de condamnations injustifiées et des amoureux des animaux qui comprenaient le lien entre les humains et leurs animaux de compagnie. Max m'a appris que la vérité ne se présente pas toujours sous la forme attendue, a poursuivi Sarah. Parfois, elle arrive à 4 pattes, avec un cœur qui refuse d'abandonner ceux qu'il aime. Depuis son ouverture, le sanctuaire a déjà aidé 2 personnes à prouver leur innocence dans des affaires distinctes. La clinique juridique offrait des services gratuits à toute personne n'ayant pas les moyens de se payer une représentation adéquate. Sarah regarda Max, désormais considéré comme l'un des chiens les plus célèbres d'Amérique. Il avait reçu des milliers de lettres de remerciement du monde entier pour sa loyauté et son courage. On me demande souvent si je suis en colère à cause de ce qui s'est passé, dit Sarah doucement. En vérité, j'ai appris que s'accrocher à la colère ne fait que blesser. J'ai donc choisi de me concentrer sur ce que nous pouvons faire pour que cela n'arrive jamais à personne. Le directeur Crawford a assisté à la cérémonie aux côtés du docteur Thompson et de Rebecca. Certains agents du FBI qui ont contribué à la découverte de la vérité sont même venus témoigner leur soutien. À la fin de la cérémonie, Sarah a parcouru le sanctuaire avec Max. Des dizaines de chiens secourus jouaient dans les jardins, dont beaucoup étaient déjà placés dans des familles aimantes. « Tu sais quoi, Max » murmura Sarah en s'agenouillant pour serrer son fidèle compagnon dans ses bras. « Je crois qu'on a fait du bien avec notre seconde chance. » Max remua la queue et lui lécha le visage comme il l'avait fait dans leurs moments les plus sombres dans la salle de visite de la prison. Le soleil se couchait sur le sanctuaire tandis que Sarah et Max rentraient chez eux, 2 survivants qui avaient prouvé que l'amour et la vérité étaient plus forts que tout mensonge ou complot. Leur histoire allait inspirer d'autres personnes pour les années à venir, rappelant au monde que les plus grands héros se présentent parfois sous les formes les plus inattendues.